Bonsoir et bienvenue à tous pour cette dernière table ronde intitulée « Le français, un monde en relation ». Alors je vais commencer par cet extrait. « Habiter le monde, c'est se concevoir comme appartenant à un espace plus large que son groupe ethnique, sa nation. C'est pleinement habiter les histoires et les richesses des cultures plurielles de l'humanité. » C'est une phrase bien sûr de Felwine Sarr qui résume un peu l'esprit et la thématique de cette table ronde. Alors aujourd'hui, nous allons aborder cette question de notre présence au monde, ce qui la codifie, ce qui la limite, et ce qui pourrait la changer ou encore la libérer. Donc je vais me permettre de faire un petit portrait rapide de chacun des invités, chacune. Comme ça, on comprend un petit peu pourquoi on parle aujourd'hui de voyage, d'expérience, d'exil, d'aventure, etc. Laïla Slimani, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et auteure franco-marocaine. Vous fréquentez le lycée français à Rabat et après le bac, vous allez poursuivre vos études à Paris. Vous obtenez d'abord un diplôme de l'Institut d'études politiques, puis vous vous formez aux médias. On vous retrouvera en tant que rédactrice pour Jeune Afrique pendant 4 ans. Et puis vous vous consacrez à la littérature à partir de 2012. Votre premier roman, Le Jardin de l'Ogre, sort en 2014. Et puis en 2016, votre second roman, Chanson douce, obtient le prix Goncourt. En 2017, vous êtes nommée représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie et vous siégez au conseil permanent de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Votre dernier ouvrage date de cette année, donc 2021, et il est intitulé Parfum des fleurs, la nuit, aux éditions Stock. C'est la collection Nuit au musée. Alors, Anna Moy, vous êtes écrivaine, styliste aussi, mais ça, c'était une période de votre vie, franco-vietnamienne. Vous êtes née au Vietnam en 72. Que vous quittez en 72 à l'âge de 17 ans. Vous y retournerez 20 ans plus tard, après avoir vécu alors à Paris, à Tokyo, à Bangkok. Vous êtes polyglotte, mais vous choisissez la langue française pour écrire des chroniques dans votre ville natale, à Saïgon. Et puis, c'était pour le compte d'un journal francophone, chroniques qui deviendront plus tard votre premier recueil intitulé L'écho des rizières. Et c'est ainsi que vous enchaînez romans et essais avec plus ou moins des périodes de pause, notamment pour vous consacrer à votre autre passion, le stylisme. Le dernier ouvrage est sorti en 2020, 12 palais de mémoire, un roman qui retrace la traversée d'un père et de sa fille qui fuient le communisme pour les États-Unis à bord de ce qu'on appelle donc le bateau de pêche, donc les boat people. Bessora, bonsoir. Alors vous êtes né en Belgique d'une mère suisse, d'un père gabonais. Vos premières années ont été marquées par de nombreux déplacements, même si vous passez une bonne partie quand même de votre enfance au Gabon. Vous faites d'abord une licence de gestion de l'entreprise, vous avez une maîtrise en économie appliquée, puis vous changez de métier. Vous reprenez des études en anthropologie à Paris et vous publiez votre premier roman en 1999. Vous obtenez le prix Fénéon en 2001 pour votre roman Les Taches d'encre et le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2007 pour votre roman Cueillez-moi, jolis messieurs. Le dernier ouvrage s'intitule Les orphelins, il est sorti aux éditions Lattès et il raconte le parcours d'orphelins allemands adoptés en Afrique du Sud en 1948. Dernier, j'ai gardé l'homme en dernier, hein, honneur aux dames. Grégoire Paulet, vous êtes écrivain belge en langue française, vous êtes diplômé en lettres, que vous enseignez d'ailleurs. Vous êtes également traducteur, scénariste, réalisateur de documentaires pour la télé. Vous êtes de nature nomade, donc comme je le disais, vous écrivez sur les villes dans lesquelles vous avez vécu. On parle de Bruxelles, de Paris, de Madrid, Barcelone, toutes ces villes-là qui ont été déclinées dans vos ouvrages. Votre livre « Leur vie éclatante », paru en 2007, a reçu également le prix Fénéon. Et puis après 7 romans donc, qui ont eu beaucoup de succès, vous vous attaquez aux nouvelles en éditant donc Soucoupe volante, votre premier recueil justement, sorti cette année en 2021. Bonsoir. Alors, je vais commencer par une question qui vous concerne tous. C'est pour ça que j'ai fait cette petite présentation, parce que vous avez vécu dans de nombreux pays, dans de nombreuses villes, notamment francophones. Alors la question, est-ce que justement, cette aventure, ces voyages, cet exil, pour certains, a changé quelque chose en vous, dans votre rapport à la francophonie, a révélé peut-être un nouveau rapport à la francophonie? Toutes ces villes dans lesquelles vous avez vécu, tous ces voyages. Qui s'y colle le premier?
Moi, je veux bien. Moi, je dirais peut-être que je l'ai découvert la première fois, justement, quand je travaillais pour Jeune Afrique. J'ai été engagée donc, dans ce journal, qui est un journal panafricain francophone. Donc, je suis arrivée dans cette rédaction. Et comme j'étais toute jeune journaliste, on m'avait mise au sous-sol avec que des hommes, et qui étaient tous avec des caractères bien trempés. Et puis, il fallait commencer donc à téléphoner pour poser des questions aux gens. Et puis, autour de moi, il y avait énormément de langues différentes. Il y avait en face de moi un Mauritanien, à ma gauche il y avait un Tunisien, il y avait un Congolais, il y avait un Gabonais. J'entendais toutes ces langues qui se mélangeaient. Puis juste après, à midi, on allait déjeuner et puis on parlait tous ensemble en français. Et puis j'ai commencé à voyager pas mal en Afrique, et j'y allais à la fois en tant que Marocaine, en tant que Française, mais la plupart du temps, les pays dans lesquels j'allais, les interviews, je les faisais en français, et je posais des questions, je demandais de l'aide dans la rue en français. Et c'est la première fois que j'ai perçu le fait que moi, Marocaine, arrivant au Sénégal, eh bien, j'utilisais cette langue de manière naturelle, mais pour créer un lien avec une culture qui n'était pas évidemment la culture française, mais que d'un coup, cette langue, elle pouvait être aussi un pont assez extraordinaire vers d'autres cultures. Donc je crois que c'est la première fois que je l'ai perçu, c'est vraiment au moment où j'ai été journaliste à Jeune Afrique. Et donc vous avez pu vous imprégner d'autres cultures, notamment grâce à ce pont, à ce lien qu'est la langue française. Bah oui, j'ai découvert la Tunisie comme ça, je me suis fait plein d'amis, j'ai dansé à Dakar ou à Abidjan, je me suis baladée en Mauritanie. Alors évidemment, tout le monde ne parle pas français, mais disons que le fait d'utiliser cette langue, bon, avec les mots qu'on a, on arrivait quand même à se comprendre. Et c'est vrai que je n'avais pas avant, en tant que Marocaine, cette conscience-là. J'avais une vision du français plutôt comme quelque chose au contraire qui enfermait. Je me sentais enfermée dans cette langue, dans la bulle qu'avaient construit un peu mes parents et ma famille. Et là, d'un coup, cette bulle, elle éclatait et elle m'offrait la possibilité d'un autre monde. Oui. Grégoire Pollet, vous donc, vous parlez français, vous vous retrouvez donc Barcelone, Madrid, c'est pas forcément francophone. Comment ça se passe En fait, je parlerai peut-être plutôt de mon arrivée à Paris quand j'avais 22 ans. J'avais fait mes études à Louvain, en Belgique. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois le mot de francophone dans le sens où on l'utilise ici. Parce qu'en Belgique, on l'utilise dans un autre sens. En Belgique, un Belge francophone, ça signifie un Belge qui n'est pas flamand. Parce que vous savez qu'en Belgique, il y a 60% de la population qui parle le néerlandais ou le flamand, et 40% le français, plus des pourcents supplémentaires qui parlent l'allemand. Ils sont très peu nombreux. Et donc, un francophone, c'est simplement quelqu'un en Belgique qui parle le français. Et donc, vous allez dans une école flamande ou dans une école francophone, vous êtes un député francophone ou un député flamand, etc. Et donc, quand j'arrive à l'université à Paris pour mon DEA, il y a le professeur qui me dit, voilà, écoutez, je vous propose, étant donné votre profil, que vous fassiez votre travail sur un auteur francophone. Alors je dis, bah oui, naturellement. Et alors, vous avez fait, oui, j'ai choisi, dis-je, je voudrais travailler sur Mallarmé. Et alors il m'a dit, oui, mais non, on a dit sur un auteur francophone. Et alors je dis, mais oui, mais que je sache, il a écrit en français, sapristi. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, le sens qu'on donnait à Paris au mot francophone. Ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai constaté chez le professeur qui m'expliquait, disons, involontairement le sens de la chose, j'ai senti une gêne, un moment comme ça, une sorte de frisson sur lui, où il s'est dit, tiens, mais au fait, est-ce que ce n'est pas absurde ? Et donc, ce tout petit moment, à mon avis, est une anecdote assez révélatrice, voilà, que finalement, on peut, depuis une certaine innocence, qui était la mienne, ne voir absolument aucun sens à une idée de francophonie dont la France serait exclue. Puisque forcément, on peut difficilement mettre la France en dehors des pays qui parlent le français. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est probablement mon premier contact avec la francophonie. Et depuis, bien entendu, ça m'a toujours accompagné. Je n'ai jamais pu trouver du sens à cette idée d'une francophonie qui serait simplement l'idée du rayonnement qui serait sorti de la France, même si bien sûr ça a du sens aussi, ça a un sens historique notamment. Mais spontanément, avec ma propre innocence, je ne suis jamais parvenu à assimiler la réalité d'une quelconque forme de hiérarchie ou de sol natal de la langue française, puisque moi-même étant belge, je parle le français, un français qui est local depuis toujours, il n'a jamais été apporté, si vous voulez, c'est la langue, on va dire, historique du lieu. Donc voilà. Oui.
J'ai eu exactement la même expérience que Grégoire Paulet. Ah, ça c'est marrant. Et dans un autre contexte, et sur un autre continent, à savoir le continent asiatique, j'étais au Vietnam, donc je vivais au Vietnam après avoir quitté la France. Et en 2006, on m'a contacté pour participer au salon de la francophonie qui a eu lieu en 2006, décidé par le président Chirac à l'époque. Et donc il y a eu des interviews et on m'a envoyé un questionnaire avec des questions diverses. L'une d'elles était: est-ce que vous lisez la littérature francophone? Alors, moi, dans ma grande innocence, j'étais comme Grégoire Paulet, j'étais persuadée que la francophonie, concernait tout ce qui est écrivait en français. Mais je commençais à avoir quand même un peu une petite idée, une fois que j'avais entendu toutes les questions posées, et donc à la question « Est-ce que vous lisez les auteurs francophones ?» je réponds « Oui, je lis Marcel Proust et Boualem-Sansal. » Pour moi, c'était à peine une provocation. C'était normal. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, en fait, dans la bouche d'un Parisien français. Et la phrase a été supprimée de l'interview. Et alors là-dessus, je me suis quand même mise un peu en colère. Parce que j'ai l'air comme ça, mais je peux me mettre en colère très fort. Et j'ai écrit une tribune que j'ai envoyée dans Le Monde spontanément, là aussi en toute innocence, parce que je ne connaissais absolument personne. Je regarde dans Le Monde comment on écrit une opinion. Alors c'est genre opinion@lemonde.fr. Et j'ai écrit une tribune un peu ironique où je dis, voilà, c'est quoi ce système où il y a des écrivains franco-français, il y a des écrivains qui ne sont pas nés dans la langue française, mais qui viennent de l'hémisphère nord, et puis ceux qui viennent de l'hémisphère sud, comme moi. Et j'ai cité aussi une journaliste qui m'avait interviewée et qui m'a dit « Mais vous écrivez en français, mais ce n'est pas une aliénation ?» Et j'ai répondu dans l'article j'écris en français et puis je connais 5 autres langues, donc je connais 6 langues, et je ne considère pas ça aliénant, mais dément. La chute. Bessora. Écoutez, moi, je partageais la même innocence que Grégoire et Anna. On est d'accord sur ça, donc l'innocence de départ pour tout le monde. Voilà, sur l'innocence de départ. Et bon, j'ai rencontré la francophonie en littérature, parce que je ne sais pas si ce concept d'auteur francophone ou de compositeur francophone est transposé sur les autres secteurs culturels. Et puis, effectivement, d'un point de vue institutionnel, dans les universités françaises, il semblerait que les études francophones soient distinctes des études françaises, ce que déplorait une de mes amies très proches, qui est un écrivain français et non pas francophone, dont je suis si proche qu'un jour, ayant été invitée à faire un recueil de nouvelles, à faire venir des auteurs dans ce recueil de nouvelles qui était édité par un éditeur camerounais, avec le soutien de l'Institut français du Cameroun. Donc il y a ce projet éditorial qui naît. C'est moi qui sélectionne les auteurs, parmi lesquels il y a des auteurs togolais, français, camerounais, des auteurs proches. Ce recueil de nouvelles est publié et l'Institut français du Cameroun m'invite à sélectionner un auteur pour aller à l'Institut français à Douala et faire une tournée pour présenter le recueil de nouvelles. Je propose mon amie Karine Bernfeld et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'est pas une autrice francophone, mais une autrice française. Et c'est quelque chose qui revient, qui se réitère dans nos professions, dans nos métiers, dans les festivals, dans les rencontres, au point que moi, j'ai été invitée dernièrement à un sommet de la francophonie où on a questionné de nouveau la francophonie. Et du coup, je suis allée regarder s'il y avait une définition, quelque chose d'établi à quoi on puisse se fier. Et en effet, Bibliothèque nationale de France, les écrivains francophones viennent du monde entier et écrivent en français. Bon, jusque-là, tout va bien. Ils constituent une littérature étrangère à part. Bon, déjà là, ça c'est bizarre. Et si on continue, les auteurs marquants sont représentés tels Amadou Kourouma, Michel Tremblay,
Ferdinand Ramu, Driss Schreibi et Aimé Césaire. Aimé Césaire est donc un écrivain étranger, mais pas partout. À la BNF, ça dépend des pages. À certains endroits, il est présenté comme un écrivain français. Bref, ce qui m'a amené à cette conclusion, à ce constat, c'est qu'en fait, un écrivain francophone, c'est soit un écrivain étranger qui écrit en français, ou c'est un écrivain français qui a une gueule d'étranger, et puis qui est parfois l'objet d'injonctions de contenu et d'assignations identitaires. Et c'est un peu en contradiction avec ce dont on parlait dans un autre débat, on parlait d'intégration européenne. Et cette vision de la francophonie est en fait peut-être une épine dans le pied que se met la France face à ce projet magnifique qui est la construction européenne. C'est très intéressant, toutes ces expériences. J'ai envie un peu de prolonger le débat sur ça, mais bon, on va quand même partir, on va essayer de faire le tour de la question quand même par rapport à justement qu'est-ce que la notion d'habiter le monde en étant francophone. Et en parlant de voyage, je vais poser une question à Laïla Slimani, mais qui pourrait aussi vous intéresser si vous voulez y répondre également, parce que dans le parfum des fleurs la nuit, vous passez une nuit donc au musée, on vous invite à passer cette nuit au musée à Oui, Venise. je ne me suis pas introduite clandestinement dans un musée. Exactement. Et là, au départ, vous êtes un peu mal à l'aise dans cet espace parce que bon, les arts contemporains, les galeries d'art, etc., c'est pas un milieu familier à la base. Mais ensuite vient le moment, donc au fil du temps, des questionnements, des souvenirs, de la nostalgie, des questions identitaires également. Et vous parlez de justement qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous au Maroc et qu'est-ce que vous avez acquis après. Donc ma question serait, qu'est-ce qu'on perd dans ces voyages identitaires et qu'est-ce qu'on gagne? C'est une colle? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est une vraie question. J'essaye de trouver une réponse. C'est une question qui pourrait vous être adressée. Non, c'est vrai qu'on perd aussi quelque chose. C'est tout à fait vrai à vivre en nomade, à vivre comme ça, sans, en tout cas pour ma part, hein, je ne parle pas pour les autres, mais sans chercher à se créer des racines, sans chercher à appartenir à un lieu. Peut-être que c'est vrai qu'on perd quelque chose, c'est certain. Et moi, c'est vrai que, par exemple, en tant qu'écrivain, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné. Moi, quand j'étais enfant, je voulais, comme beaucoup les enfants, mes enfants sont comme ça aussi, les enfants sont souvent assez conservateurs. Moi, je voulais appartenir, je voulais faire partie du groupe, je voulais être comme les autres. Et j'étais très en colère contre mes parents dont je considérais qu'ils vivaient un peu à l'écart selon un mode de vie qui était trop différent du reste des gens. Dans un pays très religieux, j'avais des parents très anti-religieux. Dans un pays où on n'était pas censé se marier entre religions différentes, nous, on s'asseyait à table pour Noël chez ma grand-mère. Il y avait toutes les religions. Il y avait mon grand-père musulman qui était déguisé en Père Noël sur son âne. Enfin, rien, ça n'avait pas de sens. Et quand j'expliquais à mes copains et mes copines, ils ne comprenaient pas. Moi, je voulais être comme eux. Et quand mes parents me disaient « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Je disais « Moi, je veux être marocaine. » Je voulais qu'à un moment, ça arrive. Et puis, ça n'est jamais arrivé, en tout cas tel que je le voulais. Donc je suis partie et j'ai renoncé de fait parce que j'ai pas du tout eu d'éducation comme ça. Mes parents ne nous ont rien transmis en termes de nationalisme, en termes de religion. Ils avaient une méfiance absolue vis-à-vis de tout ce qui était grégaire. Ils n'aimaient pas les groupes, ils n'aimaient pas les tribus, ils n'aimaient pas les bandes. Ils ont toujours valorisé une forme de solitude. Il fallait être un individu et savoir vivre seul. Enfin, ils avaient une vision un peu comme ça. Et donc c'était ça qui était important pour moi, faire mon chemin partout où je suis et ne pas m'encombrer, avoir un bagage toujours assez léger pour pouvoir partir quand il faut partir. Donc ce qui me manque, c'est le terroir. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'on ne pouvait être qu'un écrivain mineur, dans mon cas en tout cas, parce que je n'avais pas de terroir, que je ne pourrais jamais construire une œuvre, parce que je ne parlais pas pour un peuple, au nom d'un peuple, parce que j'avais rien, en gros, rien dans le bide, rien dans le sang. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que le lieu dans lequel je vis, peut-être il n'existe pas, il n'est pas incarné, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais malgré tout, on peut le raconter. Et c'est ce que j'essaye de raconter, ce lieu qui est toujours en déplacement, qui est très mouvant, mais qui est aussi, c'est vrai, comme vous dites, un espace de mélancolie, un espace de perte.
Mais finalement, vous arrivez à communiquer avec pas une seule cible, du coup. Vous parlez à tout le monde, vous parlez à tous. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que j'essaye de faire et mon expérience maintenant d'écrivain me montre qu'effectivement c'est possible et que c'est même exaltant, mais à titre personnel, dans mon intimité, c'est vrai que parfois, il me manque cette chose-là dont je suis parfois un peu jalouse, c'est pas le bon terme, mais j'envie ce que ça peut être. Je sais pas, vous savez, ces écrivains, par exemple, qui nous ont tous marqués et qui sont pratiquement l'incarnation d'un pays. Dickens, c'est l'Angleterre. Tolstoï, c'est la Russie. Alors, Orhan Pamuk, c'est la Turquie. Je dis pas du tout que je pense que je pourrais être même à la cheville de ces gens-là, mais je trouve ça extraordinaire d'être l'incarnation comme ça d'une langue, d'une terre, d'une idée de nation, parce que pour moi, c'est un concept qui est totalement mystérieux, que je n'arriverai jamais, à mon avis, à saisir, à comprendre ou à ressentir. Est-ce que vous partagez cet avis, justement Oui, vraiment. À une nuance près, c'est-à-dire que ce qui est perdu, ce qu'on perd dans cette vie-là, qui est un petit peu la mienne aussi, même si bien sûr elle est fort différente, mais ce qu'on perd, enfin, je pars du principe qu'on ne peut pas tout avoir et que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas, mais comme de toute façon on ne peut pas tout avoir, à vrai dire, si cette ère de liberté convient au type d'oiseau qu'on est, bah, tant mieux. Mais après, cette nostalgie quand même, c'est pour ça que je suis profondément d'accord. Cette nostalgie, tout à l'heure on parlait avec Sami Tchak, et il dit voilà un des personnages de son livre dit voilà le devoir profond d'un écrivain, c'est de s'adresser aux siens. Et alors, dit un personnage du roman, hein, c'est pas Sami qui dit ça, c'est un de ses personnages. Et alors, je me rendais compte en l'entendant, j'ai dit, mais moi, les miens, c'est quoi? Est-ce que je me sens l'écrivain, l'expression d'un peuple? Ouais. Personne. Alors, effectivement, ça crée une sorte de nostalgie, une sorte de solitude, quand même. On se dit, bah, tiens, oui, moi, effectivement, je ne me sens pas du tout entouré des miens, disons, comme si j'étais l'expression, ou comme si les écrivains en général étaient l'expression d'un peuple, et moi je me retournerais et je ne verrais rien du tout derrière moi. Donc ça crée une sorte de solitude que je ne regrette pas au fond, parce que je pense que je ne la supporterais pas si jamais je l'avais, si j'avais cet enracinement, je ne le supporterais pas, parce que c'est dans ma nature. Mais en revanche, je pense qu'il y a eu de nombreuses époques où on n'avait pas le choix, où être un écrivain papillon, un écrivain libre, un écrivain qui va vivre où il l'entend, qui écrit dans la langue qu'il le souhaite, je pense que c'est un des privilèges quand même. Beaucoup d'écrivains l'ont fait à travers le temps, mais ils ont souvent dû le faire avec une plus grosse dose de courage, parce que c'était moins prévu. Mais en revanche, pour nous, c'est relativement facile. Moi, quand j'étais vivre en Espagne, bon, l'Espagne, c'est pas un pays très lointain de la Belgique, mais quand même, c'était d'une facilité déconcertante. C'était absolument merveilleux de se rendre compte à quel point, disons, la vie ailleurs était non seulement faisable, mais en même temps, on se sentait même le bienvenu. Ce qui me permet de pointer une dernière chose, c'est que j'ai fini par découvrir qu'une des choses que je préférais en tant que personne et également pour écrire, c'était de me sentir dans la position d'un étranger. Être étranger, maintenant ça fait 3 ans que je vis de nouveau en Belgique et j'avais très peur de retourner parce que je n'aurais plus cette espèce de confort, non pas ce confort mais ce bonheur ou cette légèreté, je ne sais pas, cette latéralité, vous n'êtes pas au centre de la photo, vous êtes sur le côté. Et être étranger, je suis en train de m'amuser à écrire un texte là-dessus et j'y ai trouvé être ange, hein, n'est-ce pas? Et directement on se sent pousser des ailes. Et moi j'aime énormément en tant qu'écrivain cette position d'étranger qui vous donne une forme de liberté, une forme, vous n'avez pas tout ce poids non plus sur les épaules et à mon avis, ça dépend évidemment des caractères, mais le monde dans lequel nous habitons aujourd'hui et la francophonie aussi, parce que c'est quand même le sujet, est un espace verbal, on va dire, de liberté considérable. Et ça donne, je pense, ce caractère d'étrangéité qui est en fait une des expressions de la liberté de l'écrivain, est à mon avis quelque chose qui apporte son sel ou son parfum tout à fait particulier à la littérature en général, à la littérature francophone certainement. Surtout celle qui n'est pas spécialement militante, disons. Bon, voilà, après, la littérature francophone qui serait militante de ses propres racines, etc., c'est fort bien aussi, mais ça, c'est peut-être d'un autre registre.
Alors, on parle justement de liberté, mais aussi des fois de nostalgie ou de frustration. Pour vous, donc vous avez écrit, Anna Moy, beaucoup sur votre pays d'origine. Donc, est-ce que vous sentez ce poids-là dont parle Grégoire, justement? Alors, en fait, quand j'ai quitté le Vietnam à l'âge de 18 ans, pour moi, c'était un moment de bonheur absolu de partir, de quitter la guerre et de quitter aussi ce pays où je me trouvais dans un carcan social de tradition qui ne me convenait pas du tout. Et donc, être libéré de ces ancres, partir en France, ça a été un moment vraiment de sentiment d'échapper à quelque chose. Et puis, j'avais ce désir d'écrire depuis l'enfance. J'ai publié en fait mon premier poème à l'âge de 17 ans. Bon, donc j'avais vraiment une envie d'écrire. Et comme le disait Leila Slimani tout à l'heure, pendant toute la période où je vivais en France, je n'avais pas de sujet. Je me disais, mais je vais écrire sur quoi exactement? Je ne suis pas française, je ne suis plus vietnamienne, je n'ai pas de sujet. Et là-dessus, c'était en retournant vivre au Vietnam, et c'était un hasard de la vie, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas une des raisons donc, de retour? Non, mon mari français avait été envoyé là-bas en poste au Vietnam. Et c'est là où toute mon enfance m'est revenue dans la figure. Et toute mon histoire. Et je reste convaincue, en tout cas pour moi, que le lieu de l'écriture réside dans l'enfance. Qu'après, on apprend des choses, des anecdotes, etc., qui peuvent éventuellement alimenter le livre, mais je pense que ce qui fait le cœur de mon œuvre réside dans l'enfance. Et donc, si je n'avais pas eu ce retour au Vietnam, je pense que je n'aurais pas écrit. Je n'aurais pas réussi à trouver cette voie. Et par ailleurs, sur ces histoires de voyage, en fait, et sur l'ancrage, au bout de quelques années au Vietnam, j'ai réussi à acheter un petit terrain au bord de l'eau. Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le rêve de tous les Vietnamiens, d'avoir un terrain au bord d'une rivière. C'est comme ça. Et donc maintenant, il y a des promoteurs qui font des immeubles immenses le long de la rivière de Saigon. Ils vendent ça des fortunes et ça marche super bien. Et cet ancrage que je recherchais et qui est devenu réel avec vous savez, la terre, acheter la terre et faire construire une maison. J'ai passé des années dans cette maison, pas si longtemps que ça, mais où j'avais une sorte de résidence d'écriture. Ensuite, la vie a fait que je suis revenue vivre en France et j'ai vendu la maison sans aucun regret. Et je pense que ça aussi, c'est la différence entre ceux qui sont nomades et ceux qui sont grégaires, qui ont hérité de biens immobiliers, etc. Les gens me disent, mais la maison était merveilleuse, c'était une merveille. Il y avait ce bâtiment donc, avec un séjour ouvert, et 3 marches d'escalier qui descendaient directement dans une piscine en S qui faisait 25 mètres de long au milieu d'un jardin tropical. Vous voyez, c'est magnifique, un rêve de maison. Et mes amis me disent, mais tu as vendu la maison, mais tu n'as pas de regrets? Eh bien non, je n'ai pas de regrets. Parce que, voilà, c'était un épisode de ma vie et maintenant, je vais planter mes petites racines ailleurs. Et puis après, s'il faut les arracher, je les arrache, il n'y a pas de problème. On les replante ailleurs. Oui, il n'y a pas de problème. Bessora, vous avez aussi vécu une bonne période au Gabon. Est-ce que ça a influé votre manière d'écrire, votre manière de vivre justement votre francophonie pour parler Ma manière de parler français. Oui. Je voudrais juste revenir sur Samy Tchak que Grégoire citait. Et donc sur cette phrase « écrire, c'est s'adresser aux siens » ou quelque chose dans ce genre-là. À peu près. Je pense que ce que Samy Tchak veut dire aussi, c'est que le sien, c'est pas uniquement la personne avec qui on va partager un passeport, mais c'est surtout la personne avec qui on va partager la condition humaine. Et à partir de ce moment-là, le passeport, à partir d'où on écrit, va pas forcément définir la personne qui va vous recevoir
et avec qui vous allez être en empathie. Et en ce qui me concerne, je suis née en Belgique où j'ai vécu 2 mois. Vous parliez d'origine tout à l'heure, alors les miennes, elles sont assez multiples, comme beaucoup d'entre nous, je suppose, aujourd'hui. Du coup, je n'ai pas d'ancrage identitaire et je n'ai pas de manque identitaire dans la mesure où ça a constitué ma manière de vivre d'emblée. Et chez moi, c'est ce qui est précisément à l'origine de ma manière d'écrire, puisque je suis un peu comme une éponge vigilante qui est à l'extérieur, parce que, bon, en plus, je suis métisse, dans ma famille, on n'est pas tous de la même couleur, donc j'ai grandi comme étant différente, mais sans forcément vouloir être comme les autres. Parce que cette différence, ça a été pour moi une liberté individuelle. Je crois que c'est Leïla qui parlait de liberté tout à l'heure. Et cette liberté individuelle, elle est fondamentale parce que sans elle, il n'y a rien de collectif. Et puis c'est aussi parce que c'est ce qui vous permet un jour d'être écrivain et puis de choisir vos sujets et de les traiter comme vous voulez. Et de ne pas nécessairement vous laisser assigner à une identité ou de vous voir imposer un contenu. Et du coup, ça me permet d'être un soir devant ma télévision, devant un documentaire où témoigne un vieux Sud-Africain d'origine allemande, un vieux monsieur qui parle de son histoire, de son adoption en Afrique du Sud. Et ça me permet d'entrer en empathie avec ce monsieur. Alors que je ne suis pas un monsieur, je n'ai pas 80 ans, je n'ai jamais été adoptée en Afrique du Sud et je ne suis pas née en Allemagne. Mais il y a dans le regard de cet homme qui témoigne dans ce documentaire un enfant qui est un enfant universel et un enfant qui nous parle de la condition humaine dans laquelle on peut se reconnaître. Et je m'autorise à écrire une fiction à partir de cette histoire réelle. Donc, c'est-à-dire que je m'autorise à entrer en empathie avec quelqu'un qui, a priori, est loin de moi, avec qui je ne partage aucun passeport. Pourtant, j'en ai 3, puis lui, je crois qu'il en a 2 ou 3. Et voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est ma manière de voir la création et le livre, même si, en effet, cette question de incarner une nation, c'est un mythe qui est très prégnant, mais je pense que c'est un mythe qui, malheureusement, est un peu limitant. Parce qu'effectivement, quand par exemple j'écris il y a 10 ans un livre qui s'appelle Cyrano avec arrobase, c'est compliqué. On ne comprend pas forcément, bon déjà pourquoi une femme s'empare de Cyrano, qui quand même, c'est une figure nationale, ouais. Pour en faire en plus un personnage virtuel qui est une femme qui va séduire un Christian sur Internet. Donc il y a quand même une crispation, mais je crois que les uns et les autres, avec nos manières très singulières et très individuelles d'avoir ce rapport à l'écriture qui est très particulier. Elle m'a parlé d'enfance et puis de son lien au Vietnam. Ben, je pense que tout ça est riche, divers, et voilà. Enfin, un écrivain, c'est quelqu'un de singulier. Et une œuvre, c'est souvent singulier. Là, on est bien d'accord. Pour rester sur votre œuvre, justement, Les Orphelins, vous partez quand même en Afrique du Sud, rencontrer le monsieur en soi. Donc, vous vous imprégnez un petit peu de... Bah, c'était pas la première fois que je partais en Afrique du Sud. Je suis partie en Afrique du Sud en 94, quelques mois après la fin de l'apartheid. Parce que jusque-là, j'avais voyagé jusqu'à l'Équateur et puis du côté des États-Unis. Je ne connaissais pas du tout l'Asie, et que je ne connais pas du tout. Mais j'avais une sorte de fantasme d'aller encore plus bas que l'Équateur, et donc au sud du Sud et en Afrique du Sud. Donc j'y étais allée déjà en touriste. Et quand on est en Afrique du Sud, bon, quelle que soit la gueule qu'on a, on peut avoir l'air sud-africain, jusqu'au moment où on ouvre la bouche, ou jusqu'au moment où on a une manière de se comporter qui ne correspond pas nécessairement à la manière de se comporter de l'endroit où vous êtes. Et effectivement, ce monsieur qui s'appelle Peter, je décide qu'il y a quelque chose à faire autour de son histoire qui est incroyable, qui est une histoire de culpabilité, puisqu'il a été un emblème du nazisme, dans la mesure où il a été adopté en 1948, après-guerre, pour ses vertus, entre guillemets, ariennes. Et dans la mesure où l'objectif de ce projet, qui était un projet ample, parce que normalement 10 000 enfants auraient dû être envoyés, exportés en Afrique du Sud, 10 000 petits Ariens, avec pour mission de régénérer le sang blanc et puis de développer la population blanche, évidemment. Donc,
double culpabilité, nazisme et avoir été l'emblème de l'apartheid. Et jusque tout récemment, lorsque vous êtes un homme blanc, allemand, arien, afrikaner, vous ne pouvez pas vous prévaloir du statut de victime, puisque vous étiez du côté des bourreaux. Et ça m'intéressait aussi. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était est-ce que quand même, quand on s'est pris tout ça dans la gueule, parce qu'il s'en est pris beaucoup dans la gueule, d'autant que ces enfants arrivant en Afrique du Sud en 1948 n'ont pas tous le sens de leur supériorité. On leur dit, mais vous êtes des enfants parfaits, vous êtes des petits Ariens, vous n'avez pas une goutte de sang juif, vous n'avez pas une goutte de sang polonais. Sauf qu'eux, ils viennent d'un orphelinat, ils ont crevé de faim, leurs parents sont morts, donc ils ne se sentent pas vraiment supérieurs. Et certains d'entre eux se sentent plus proches des petits noirs qui sont stigmatisés en Afrique du Sud que de la population blanche. Et c'est ce qu'ont éprouvé un certain nombre de ces enfants et que je travaille aussi dans ce texte qui m'intéresse énormément. Et donc c'est aussi la question de la résilience. Et ces questions, résilience, culpabilité, est-ce que moi je suis forcément un bourreau ou est-ce que je ne suis pas aussi une victime, est-ce que j'ai le droit d'en parler? Ce ne sont pas des questions nationales, c'est des questions universelles qui nous parlent de notre condition à tous. Et on peut tous se reconnaître dans les personnes qui ont connu ces destins-là, même si on n'a pas forcément vécu ces destins-là, ou on peut avoir eu des destins parallèles. Oui. Je finis quand même une dernière question autour de ce livre, effectivement, parce que vous dites dans une interview que les cloisonnements racistes ne peuvent pas être traités de manière superficielle, comme ça, avec des moyens simples comme placer un noir dans un film ou dans une pièce de théâtre ou autre. Est-ce que, par contre, ces cloisonnements peuvent-ils être traités en profondeur, d'une manière ou d'une autre, à travers l'existence justement d'un espace monde ouvert et commun, où la langue justement serait cet élément rassembleur? Votre question était trop... J'ai pas compris ce que vous vouliez me faire dire en fait. Est-ce que justement cet espace commun qu'on essaie de construire, peut-être où la langue française serait un élément rassembleur, peut-elle se prétendre pouvoir faire avancer la cause, travailler sur cette problématique en profondeur? Je sais pas. Je me demande si c'est pas un petit peu artificiel parfois. C'est ça la question. Parce que il suffit pas de mettre 4 drapeaux à côté et puis de faire des états généraux du livre en langue française. Ou de faire un congrès mondial des écrivains de langue française, quoi qu'il y ait un progrès, parce que ce n'est pas des écrivains francophones. Je pense que ce n'est pas un hasard que cet intitulé soit « Les écrivains de langue française ». On va poser la question à Laïla. Mais, alors, ça part d'un bon sentiment, et puis, j'en sais rien, c'est peut-être possible, mais comme je le disais tout à l'heure, ça percute l'ambition européenne que peut avoir la France aussi. Et puis, vous voyez, pour écrire Les Orphelins, j'étais pas dans un espace francophone. J'avais pas besoin d'un espace francophone pour entrer en relation avec Peter et pour être en empathie avec lui. Et puis pour fabriquer une fiction à partir de cette histoire. Et là, je vous avoue que ma préoccupation, c'est j'aimerais bien que Peter puisse lire mon livre. Et pour qu'il puisse lire mon livre, il faut qu'il soit traduit en anglais ou en allemand. Donc, en ce qui me concerne, le rassemblement, l'empathie, tout ça, ça passe pas nécessairement par un espace monolingue. Et là, on en revient à un débat où on était avec Grégoire tout à l'heure, mais le multilinguisme, c'est aussi un espace de rassemblement. Oui. On est justement rassemblés autour de ça, même si on parle français tous, mais là, il y a une espèce de table ronde multilinguiste, effectivement. Ce multilinguisme, cette pluri-identité, etc., moi je pose la question à Anna Moy, parce que dans son livre, et on en parlait un petit peu en off, cette question de dualité, cette question de double vision, cette question d'aborder les choses de manière différente, vous dites aussi dans une de vos interviews que c'est peut-être dû à votre double identité, qu'on retrouve justement ces doubles lectures dans vos ouvrages principalement, mais est-ce qu'on en retrouve aussi dans votre rapport quotidien?
Je voudrais d'abord revenir sur la question dans l'œuvre littéraire pour dire que je ne suis pas la seule, en fait, et j'ai découvert à l'occasion d'un colloque un ouvrage d'une chercheuse qui s'appelle Tijana Mileti, qui a écrit sur, je crois, Milan Kundera, Agatha Christophe, un certain nombre d'écrivains translingues. Et elle a dénombré chez ces écrivains 3 thématiques centraux qui reviennent donc dans différents livres. Et tout d'un coup, je les découvre et je me dis, mais je fais exactement la même chose. Et donc, l'un des thèmes, c'est l'inceste. Moi, j'ai écrit sur l'inceste dans plusieurs de mes romans. Pas parce que ça m'est arrivé, mais c'est arrivé à une amie d'enfance, donc c'est quelque chose qui m'a touchée. Donc je ne voyais pas du tout le rapport avec la langue, quoi, et le translinguisme. Mais ce que j'ai compris dans ce qu'elle écrit, c'est que l'inceste, c'était une sorte de transgression absolue. Et donc d'écrire dans une langue étrangère, c'était la transgression de la langue maternelle. Donc c'est un interdit absolu. Donc il y avait ce thème. Il y avait le thème du double. Les 2 enfants là-dedans, Agatha Christophe et d'autres figures comme ça. Et c'est vrai que dans mes livres, il y a toujours ces doubles qui s'accompagnent. Donc je suppose que oui, ça reflète mon bilinguisme, en tout cas. Le fait de choisir une langue autre que la langue maternelle fait que j'ai un double regard. Mais de fait, comme je suis multilingue, j'ai un multi-regard, ce qui complique encore les choses. Et je voulais rajouter un autre élément étudié par cette chercheuse et qui m'a éclairé sur beaucoup de points de ce que je fais, enfin sur un point essentiel, qui est que dans tous mes romans, je crois, il y a un moment où je tue le père. Et je me dis, c'est bizarre. Quand ça m'arrive, vous savez, comme je ne prévois pas l'événement, il y a un moment où je me dis, ce père, je n'ai rien à en faire, donc allez, je vais l'éliminer, il va avoir un accident de bateau, il va tomber d'une falaise, etc. Bon, il y a toujours une mort plus ou moins violente. Et dans ce livre, Tijana Mileti dit, mais tous les autres aussi ils font ça, les écrivains translingues. Et pour elle, c'est le meurtre de la langue maternelle. C'est pas magnifique. Et quand j'ai lu ça, je me dis, c'est ça. C'est exactement ce que je fais. Vous tuez vos personnages aussi? Vous tuez le père non, moi, je tue les enfants. Oui, alors des parents ou des personnes proches, enfin de la famille. Bessora, moi, j'ai pour tué parler personne, aussi, je réfléchis. Vous avez commis des meurtres dans vos livres. Il ne faut pas le dire. Non, mais pour revenir à cette dualité aussi, je voulais comprendre si c'était aussi un choix, parce que dans le personnage duquel vous vous êtes inspiré, c'est Peter, donc c'est une seule personne, mais vous écrivez votre fiction sur 2 enfants, des jumeaux. Oui, parce qu'en fait, je voulais rencontrer 2 hommes, Peter et Werner, qui est aussi un enfant adopté, sauf que Werner était décédé. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'ils avaient eu une expérience très différente, puisque l'un était plus dans la volonté de s'intégrer, et l'autre était plus en quête de ses origines. Et donc, je voulais parler des deux manières de vivre cette expérience. Et Werner était celui qui était très en quête de ses origines, au point qu'il a écrit une thèse sur l'histoire de ses enfants, qu'il a publié aussi un livre pour les 40 ans de cet événement. Et je suis aussi partie à la recherche de ce livre, dont j'avais trouvé une trace dans une bibliothèque universitaire américaine, mais où je ne pouvais pas me rendre, mais j'étais persuadée de le trouver dans une librairie à Cape Town. Et j'ai eu la grosse surprise en allant au Cap de voir qu'en fait, ce livre, il était inconnu. Il était sorti en 88, mais il était inconnu. Les librairies ne le trouvaient pas, il était indisponible. Et puis, les gens avaient l'air de jamais avoir entendu parler de cette histoire.
Et j'ai fini par retrouver ce livre chez Peter. Ah. Donc ça devait être un des derniers exemplaires disponibles. Et c'était d'autant plus touchant que ce livre était annoté par sa fille. Une fille qu'il a eue avec une femme sud-africaine, puisqu'il a commencé par suivre le programme, c'est-à-dire se reproduire avec une afrikaner, et qu'à un moment donné, il a bifurqué. Il s'est converti à l'islam et il a épousé une femme indienne musulmane. Et donc, Peter m'a très bien accueilli et a souhaité m'offrir ce livre. Et je lui ai dit, écoutez, non, c'est vraiment très généreux de votre part, mais je pense quand même que votre fille en aura plus besoin que moi. Donc il me l'a prêté, j'ai fait des photocopies, et comme je n'étais pas dans un espace francophone et que c'était écrit en afrikaans, je ne comprenais rien. Alors j'ai essayé de traduire quelques passages avec Google Translate, et puis voilà. J'ai une petite question. Comme je n'ai pas lu le livre, est-ce que Les Orphelins, tu as procédé à une sorte d'appropriation culturelle, comme on dit maintenant? C'est ce qu'on dirait, mais je ne me l'interdis pas, justement. Bien sûr, bien sûr. Et effectivement, normalement, si on met en œuvre ce concept qui consiste à dire qu'en gros, si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas écrire l'histoire d'un noir ou traduire un auteur noir si vous êtes traducteur blanc. Et puis, bon, donc je devrais écrire des personnages, des femmes nées en Belgique, métisses franco-suisso-gabonaises, chaussant du 38. Et voilà. On va écrire comme Si Bessora. tu veux, j'en connais une. Voilà, comme Bessora. Je voudrais aussi répondre à Leila Slimani sur le fait qu'elle considère qu'elle n'a pas de territoire. C'est que si tu n'as pas de territoire, tu peux t'en approprier un. Et au Vietnam, notamment, il y a eu des écrivains américains en fait, qui sont venus comme soldats et pour qui l'expérience de la guerre a été tellement forte qu'ils ont fait toute leur carrière en écrivant sur la guerre au Vietnam et parfois dans la voix d'un Vietnamien. Donc, appropriation culturelle totale. Et que j'approuve complètement parce qu'il se trouve que c'est excellent. Donc, on est libre. C'est Émilie Prophète qui disait qu'un écrivain, c'est un prédateur généreux. Non, mais moi, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Anna tout à l'heure sur l'enfance. Ça m'a beaucoup touchée parce que pour moi aussi, l'enfance est la matrice de l'œuvre. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que par définition, nous sommes tous des exilés de l'enfance. On vit tous en exil de ce lieu-là, de ce territoire-là. Or, l'exil, finalement, est extrêmement fécond pour écrire. L'exil est la distance. Je vais vous raconter une anecdote qu'on m'a rapportée. Je ne vais pas citer de nom, mais au moment où il y a eu le 11 septembre, dans un café à Paris où il y avait plein d'écrivains célèbres, la télévision a retransmis les images du 11 septembre et un écrivain connu s'est tourné vers les autres et sa première réaction, ça a été de dire « à vos plumes, messieurs ». Ce qui est absolument atroce, enfin qui est d'une cruauté terrible, et qui en plus, je trouvais totalement stupide, parce qu'on n'écrit pas comme ça dans une espèce d'excitation du moment, on écrit de très loin, on écrit à partir du moment où on s'est créé justement une forme d'exil, une forme de distance. Moi, j'ai commencé à écrire sur le Maroc après avoir vécu 20 ans à Paris. Et là, je viens juste de m'installer au Portugal, justement parce que j'ai envie d'écrire sur la France et sur les premières années que j'ai passées en France. Et j'ai le sentiment que je ne pourrai jamais les retrouver si je ne m'en éloigne pas. Et c'est assez paradoxal, mais je crois qu'il faut vraiment aussi expliquer ça aux gens. Moi, j'explique souvent ça à des très très jeunes lecteurs qui sont très impatients d'écrire sur certaines choses. Je leur dis, mais vous savez, il faut une certaine distance pour réussir à voir les contours de ce que vous allez raconter. Quand on a trop le nez directement dessus, ça devient impossible. Donc voilà, cet exil de l'enfance, comme cet exil des lieux d'où j'ai vécu, finalement sont très féconds pour l'écriture. D'où donc l'idée de Anna de tirer vraiment, de puiser dans cette enfance, chacun de nous, en tout cas j'imagine, voilà, qu'il soit exilé ou pas finalement, même si on est dans le pays même. Grégoire, vous de votre côté, alors vous faites voyager vos personnages par contre, d'une œuvre à une autre, un peu à la manière de Balzac. Donc on les retrouve dans d'autres ouvrages.
C'est assez... Alors, justement, hier, on parlait de ce sujet-là. Le retour des personnages chez moi a très peu à voir avec, disons, la grande œuvre de Balzac, sauf sur un seul point, qui va nous rapprocher d'ailleurs du titre de notre conférence. Quand Balzac ou quelqu'un d'autre fait paraître un personnage dans un roman, nous le fait aimer, et puis fait reparaître ce personnage, mais vraiment tout à fait en arrière-plan, comme un personnage très secondaire dans un roman suivant. Ce qu'il fait, c'est pas seulement qu'il fait un clin d'œil, ce qu'il fait dans la réalité poétique profonde, c'est qu'il crée la vie de ce personnage entre les deux romans, donc dans le silence non écrit. Il non écrit la vie, mais il la produit en même temps parce qu'elle devient évidente. Au même titre qu'entre deux îles dans un archipel, on devine qu'il y a la continuation de la montagne, mais sous le niveau de l'eau. Et disons que cet élément-là, moi quand j'ai ressenti ça chez Balzac, ça m'a donné la chair de poule. Je me suis dit, ça c'est un vrai créateur, parce qu'il a créé des gens qui existent même quand il n'y a pas le texte pour les montrer. Et ça m'a beaucoup frappé, et probablement que c'est le seul point sur lequel, disons, j'imite immédiatement Balzac. Et dès mon premier livre, je me suis dit, chaque personnage que je crée doit pouvoir, ou reviendra forcément, ou doit pouvoir potentiellement revenir dans un roman plus tard. Pourquoi? Parce que de même qu'une personne, une chose qui a eu lieu sur la Terre, à quelque moment que ce soit, a existé, et c'est définitif. Et elle peut reparaître de la façon la plus inattendue ailleurs, ou ne jamais reparaître. Et donc il y a des personnages qui certainement ne reviendront jamais. Mais cette idée, donc, c'est pourquoi je pense que ça revient à cette idée de relation, cette idée que la vie ne se situe pas seulement dans le point où elle est visible, mais aussi, et peut-être surtout sur un autre mode, entre deux points où elle s'est manifestée, dans l'espace qu'on ne voit pas, dans l'espace de la relation. Cette idée-là, qui est une idée profondément littéraire, est également une idée qui est l'essence même de la langue, parce que la langue ne vit que dans cet espace-là, cet espace qui est entre ma bouche et votre oreille, ou entre comment dire, une pensée et une autre quand on lit. La langue est cet espace de relation, est cette espèce de mer qu'il y a entre les îles d'un archipel. Et il y a là quelque chose qui, à mon avis, est très très beau dans l'idée même de francophonie, c'est-à-dire d'ensemble même pas plurinational, même pas transnational, mais indifféremment national, je dirais, qui fait que la francophonie crée un lien à un endroit qui est non seulement puissant, mais absolument intangible. Parce que vous ne pouvez pas briser quelque chose qui est immatériel, c'est infrangible. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très beau, qui rassemble le microcosme ou le petit endroit anecdotique du travail littéraire, en l'occurrence du romancier, avec finalement ce qui se passe réellement dans la langue au niveau, disons, macro, oui, ou macrocosme, c'est un peu exagéré, mais disons au niveau du grand collectif, de la grande collectivité, d'une forme peut-être même de, surtout à travers le livre, une forme même de communion qui existe et qui est incassable parce qu'elle a lieu justement dans cet espace de relation que la langue sature. C'est une réflexion très intéressante. J'étais en train de réfléchir justement à vos personnages qui vivent entre les œuvres, donc qui continuent de vivre. Est-ce qu'il y a un travail après, comme dans le monde réel, d'intégration physique, sociale, psychologique dans la deuxième ou troisième œuvre dans laquelle... Est-ce qu'ils font cet effort-là d'intégration ? Alors, j'aimerais bien qu'il le fasse parce que ça m'épargnerait quelques sueurs. Mais il y a effectivement, c'est amusant parce que quand vous faites reparaître un personnage, une toute petite anecdote, par exemple, il y a, dans un de mes romans, il y a un peintre qui est un peintre faussaire. Et à la fin du roman, on apprend qu'il a été pris et qu'il va passer en jugement peu de temps après. On ne connaît pas le résultat de ce jugement puisqu'il a écrit en fait sa vie un peu avant le moment du jugement. Et il se fait, au moment où je prépare le roman suivant, et où donc ce personnage pourrait éventuellement reparaître, que je reçois la lettre d'un juge, d'un magistrat. Il me dit, c'est très amusant parce que j'ai lu votre roman et j'ai eu une situation tout à fait analogue qui s'est présentée, mais vraiment avec des coïncidences frappantes, etc. Enfin, venez si vous voulez au prononcé qui aura lieu telle date, etc.
Et donc, bon, j'ai pas pu pour des raisons diverses m'y rendre parce que j'étais pas en Belgique, mais j'ai demandé à un ami de s'y retrouver. Et alors, du coup, j'ai appliqué, c'était une forme d'insertion, j'ai appliqué la peine réelle comment dire, dont a écopé ce pauvre homme. Et du coup, ça m'a permis de reprendre ce personnage avec ses 2 ans et demi de prison ferme, malheureusement, dans le roman suivant. Ouais. Et d'avoir pu, disons, lui donner une forme de transformation dans l'espace non écrit. Exactement. Alors, on est bien d'accord, la langue française évolue. Anna Moy parle de mots qu'elle invente, parfois, qu'elle intègre, de néologismes. Moi, j'aimerais poser la question, qu'est-ce que vous pensez? Alors, la langue française, justement, nous apporte beaucoup, mais vous, en tant qu'écrivain, avec ces nouvelles visions, ces mots inventés, ces néologismes, qu'est-ce que vous pensez que vous apportez? Quelle est pas vous en tant que personne, mais qu'en tant qu'écrivain, qu'est-ce qu'on apporte en tant qu'écrivain à cette langue? Alors, je voudrais dire que, d'abord, pour faire des néologismes, il vaut mieux avoir un peu de talent, parce que j'ai retrouvé une circulaire qui avait été écrite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français à l'époque, qui s'appelait Loïc Henke, décédé malheureusement. Et à un moment, il trouvait que les télégrammes diplomatiques étaient tellement obscurs, la langue est tellement obscure avec des néologismes incompréhensibles, qu'il avait dit bientôt, ce ne sera plus nécessaire de les chiffrer parce que personne ne comprendrait de toute façon. Et je voudrais citer juste les passages qui sont dans sa circulaire. Alors, indépendamment, alors il a réécrit évidemment en reprenant des expressions qu'il a trouvées dans les télégrammes, indépendamment du référentiel applicatif retenu et du choix de la transitique entre le département et les postes, l'aberration qui permettrait au lectorat d'intégrer d'emblée la sémantique des locuteurs appelait un nouveau paradigme. Il eût été concevable que le porte-parole du département, en charge de la communication événementielle, en assumât le chef de fila. Mais force est de convenir que des mesures ciblées soient générées afin qu'aucun apprenant de notre langue, quand bien même il serait novice en francophonie et n'aurait pas obtenu le grade de master à IRE, n'en ignore à l'avenir. Vous avez tout compris? C'est bon? Qu'est-ce que c'était beau! Non, mais plus... Non, pour la question que vous posiez, moi je ne sais pas pour moi ce que j'apporte à la langue française, j'en sais rien, je suis vraiment la moins bien placée pour juger, mais je sais qu'en revanche, j'ai découvert d'autres façons de parler ou d'écrire le français, d'autres rythmes, d'autres poésies, en découvrant des auteurs aussi qui étaient hors d'abord du corpus scolaire dans lequel on était un peu enfermé quand j'étais à l'école, mais surtout quand j'ai découvert les auteurs haïtiens, puis ensuite les auteurs maghrébins, que j'ai commencé ensuite à lire des auteurs venant du Congo, venant du Sénégal. J'ai entendu aussi autre chose, une autre façon d'utiliser la langue, de mettre en avant sa poésie. Je me suis autorisée, moi par exemple, quand j'ai écrit Le pays des autres, à insérer des mots en arabe. Et alors immédiatement les correcteurs m'ont dit il faut les traduire. J'ai dit non, il ne faut pas les traduire. Ces mots-là, ce sont des cousins des mots français. Ils vivent avec, vous les connaissez tout. Donc vous devez faire l'effort de lire la phrase dans une sorte de souffle. Et vous savez très bien que Sidi, c'est monsieur. Vous n'avez pas besoin de la petite astérix pour que je vous dise que Sidi, ça veut dire monsieur. Donc je pense qu'on peut s'autoriser aujourd'hui à mettre des mots comme ça qui viennent d'ailleurs, à mettre des mots d'autres langues et qui sont comme ça en relation étroite, en amour avec les mots français. Et alors que peut-être avant, je me le serais moins autorisé. Vous faites ça aussi, Grégoire? J'ai fait ça avec pas mal de mots espagnols ou catalans parce que mes histoires racontent souvent mettent en scène des personnages qui sont espagnols et qui forcément dans mon livre parlent un espagnol qui est en fait du français puisque tout est écrit en français, mais bien entendu il est évident que quand Garcia parle avec Lozano, il parle en espagnol. Donc ça c'était assez particulier. Du coup il y a effectivement des tas de mots espagnols, mais
Venant de Belgique, vous savez, on a les régionalismes en Belgique qui sont... et là, au début, dans mes premiers livres, ils étaient systématiquement corrigés par la correction de l'éditeur. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas un peu de résistance, finalement? Parce que parfois, c'est utile de les corriger, il n'y a pas de raison de les garder simplement par se disant, voilà, c'est moi, bon, le moi, finalement. Mais, bon, par exemple, je me souviens que j'avais supprimé un belgicisme quand vous savez, la sonnette pour... Quand vous appelez un appartement, et puis après, voilà, à l'interphone, et puis en haut, on appuie sur un petit bouton qui permet d'ouvrir la porte. En Belgique, on appelle ça un ouvre-porte. Et apparemment, ce n'était pas le cas ailleurs. Et donc, elle disait, écoutez, là, franchement, c'est un peu dommage parce que ça fait rire dans une situation qui n'est pas du tout drôle. Je ne voyais pas ce qu'il... Bref. Donc, ces genres de choses-là ont changé. Dans mon dernier livre, par exemple, qui est un recueil de nouvelles, il y a plusieurs de ces nouvelles qui se déroulent en Belgique, dans un café populaire, près de chez moi d'ailleurs. Et alors là, j'ai gardé tous les belgicismes, mais tout à fait en accord avec la correction. Et même par exemple pour les chiffres, qui est un des tours régional les plus connus, on utilise le 70, on utilise le 90. Et bien alors les personnages le disent, et tout ça passe avec une fluidité remarquable. Je trouve ça plutôt agréable et enrichissant. Oui. Je confirme, j'avais tilté sur ça dans ce recueil-là, justement. Et c'est relativement rare. Hein. C'est relativement rare. C'est beau. Oui, c'est vraiment anodin, en somme, mais quand même, ça reste très rare. Oui. Alors, moi, j'ai pas l'ambition d'apporter quelque chose à la langue française, je rassure tout de suite les puristes. Mais ce que j'essaye de faire... On parlait de meurtre tout à l'heure, et puis effectivement, j'ai commis un meurtre, et la personne que j'ai tuée, ou que j'essaie de tuer, parce qu'il faut s'acharner, c'est le narrateur. Et donc, je tue le narrateur pour essayer d'entrer dans la langue de mes personnages. Ça fait partie de mon travail. Quand j'écris un roman, j'essaie de planter une intrigue et d'avoir des personnages qui aient de l'épaisseur, et puis leur épaisseur, elle vient de leur langue. Et donc cette langue, elle doit leur ressembler. Et j'irai même plus loin parce que, au-delà de... Je ne fais pas que du roman, je prête aussi ma plume à des gens qui publient des livres sans les écrire. Et là, c'est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas juste de tuer le narrateur, mais de s'effacer complètement et d'entrer dans la langue de la personne. Et puis là, ça rigole pas parce que ce n'est pas un personnage fictif, c'est une vraie personne. Donc, si ce n'est pas sa langue, il ne va pas s'approprier le livre. Et du coup, le but, c'est d'arriver à ce que la personne dont vous êtes le fantôme, avant on disait nègre littéraire, c'est que cette personne oublie qu'elle n'a pas écrit le livre et qu'elle soit capable de dire, alors mon livre, dans mon livre, j'ai écrit... Oui. Donc, c'est très paradoxal parce que ça peut sembler très humiliant puisque vous avez complètement disparu. Mais ça veut dire que vous avez réussi à tuer le narrateur et les personnes et les personnages existent par eux-mêmes. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, quand tu fais les longues interviews, tu es très sensible à des tics de langage qu'ils peuvent avoir ou à un mot qu'ils utilisent tout le temps et tu vas essayer de réutiliser ça? C'est-à-dire que même sur la forme, au-delà de ce qu'ils te racontent, tu utilises... Ça veut dire que je me tais absolument pour ne pas influencer le discours, que j'écoute les tics de langage, j'observe aussi les tics physiques parce que ça fait partie du langage, la geste fait partie du langage et que la geste, elle m'aide à retranscrire la langue par la structure que je vais donner par exemple au récit. Donc la langue, c'est pas juste les mots, quoi, c'est un ensemble de choses qui vient aussi de l'intonation. On parlait de langue tonale dans une autre rencontre avec le vietnamien par exemple. Donc il y a l'intonation, il y a la manière de bouger, il y a le débit de parole, il y a énormément de choses. Donc c'est là-dessus que je travaille et c'est effectivement pas une ambition d'apporter quelque chose à la langue française. C'est un autre niveau en fait. Vous faites ça aussi, Anna, dans votre manière d'écrire. On parlait de tics, de rythme, de particulier. Non, parce que en fait, mes personnages sont toujours inventés. Alors, je viens de dire ça et je vais le dire le contraire. Sauf un des personnages de mon dernier roman, qui est un personnage secondaire, mais qui m'a été complètement inspiré par une amie.
Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui vivait avec une sorte d'urgence. Donc au Vietnam, les gens utilisent beaucoup les 2 roues, donc il faut un casque. Et elle se promenait avec son casque tout le temps. Elle rentrait chez vous, elle n'enlevait pas le casque parce qu'elle allait repartir tout de suite. Et quand elle m'appelait au téléphone, non, mais la phrase avait déjà été commencée avant qu'elle parle. Oui, donc il faut que je chope la phrase au milieu et puis ma recroche au nez. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc Ça impose un certain rythme, une certaine manière. Voilà, et donc elle m'a inspiré un personnage. Mais les autres, ce sont des voix que j'invente. Voilà, des intonations, ben, je me débrouille avec ce que je sais. Il reste un peu moins de 10 minutes. J'aimerais finir par cette question parce que c'est vrai que dans certains pays, au fait, le français était, ou est toujours, réservé à une certaine élite. Dans d'autres pays, par contre, ça fait partie de la culture, on est imprégné par cette langue. Pourtant, on voit dans certains pays, moi je ne sais pas pour le Maroc, mais en tout cas en Tunisie, cette petite déconnexion ces dernières années, chez les jeunes particulièrement, donc qui ont du mal à s'approprier cette langue. Je pose la question, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer la francophonie pour qu'elle soit cet espace, au fait, finalement, qu'elle redevienne cet espace de dialogue, au moins, de dialogue déjà, et évoluer autrement. Je ne sais pas si c'est le même cas. Les jeunes, aujourd'hui, sont plus orientés vers l'anglais, etc. Donc, comment on peut faire évoluer aujourd'hui la francophonie pour que les jeunes s'y sentent à l'aise dans cet espace? Au Maroc, oui, c'est tout à fait le cas. Au Maroc, la langue française, en fait, suscite chez une grande partie de la population beaucoup de méfiance, voire même parfois de la détestation. Pas du tout à cause de la colonisation, parce que chez les jeunes, il y a très peu de conscience même de ce que c'est la colonisation, qui n'est pas enseignée à l'école, et dont les générations, comme la génération de mon père ou de mon grand-père, ne parlent pas. Donc c'est tellement un tabou que ces jeunes, de toute façon, je pense, n'ont pas vraiment conscience de la colonisation. En revanche, ils ont conscience d'un impérialisme latent qui se manifeste à travers la maîtrise de la langue française, qui est la langue de la grande bourgeoisie. Donc ça a suscité évidemment chez une grande partie de la population un rejet de cette langue au profit d'une langue jugée beaucoup plus démocratique qui est la langue anglaise, qu'ils ne voient pas comme une langue de surplomb, etc., mais une langue finalement qui bizarrement, qui n'attache pas forcément à un pays. C'est-à-dire l'anglais, en fait, c'est la langue de tout le monde et de n'importe qui. N'importe qui peut s'en saisir et puis n'importe qui peut la parler, faire même des fautes et tout, c'est pas grave. Il y a cette vision aussi de la langue française comme une langue un peu arrogante, où si vous la parlez mal, on va vous regarder un peu de haut, on va vous reprendre, on va juger votre accent, ce qui est moins vrai dans l'espace francophone. Moi, j'ai toujours pensé qu'il ne s'agissait pas de défendre le français contre les méchants envahisseurs, je ne sais pas qui ils sont, alors ce serait l'anglais ou ce serait je ne sais pas quoi. Je pense que la meilleure manière de défendre ou de promouvoir la langue française, c'est en fait de promouvoir de manière générale les langues, quelles qu'elles soient. Je pense que par exemple au Maroc, le fait qu'on ne maîtrise pas notre propre langue, qui est la langue arabe, que la langue qu'on parle tous les jours, qui est Darija, n'ait aucune existence juridique, aucune existence à l'école, qu'elle soit méprisée par tout le monde. Le fait qu'on ait eu, par exemple, dans les années 80-90, moi je me souviens que le roi du Maroc faisait des discours en arabe classique, personne ne comprenait. Ce qui est quand même un déni pour les citoyens. Vous regardez votre dirigeant, vous parlez dans une langue que vous ne comprenez pas et qui est censée être la vôtre. Donc moi je pense que la meilleure manière de défendre le français ou autre chose, c'est de permettre à chacun de se saisir des langues et de les aimer et de les comprendre et de les connaître dans toute leur dignité et dans toute sa dignité à lui aussi, qu'on n'établisse pas des hiérarchies, que par exemple les langues locales, notamment en Afrique, moi j'ai beaucoup milité pour qu'on crée des dictionnaires, pour qu'on puisse avoir aussi des manuels dans les langues vernaculaires et dans les langues qui sont les langues des pays, en Darija, en Tamazir, en Wolof, dans Hassani, dans toutes les langues, et c'est la seule façon de faire qu'ensuite, quand
quand on est bien dans sa langue, on a envie d'aller voir d'autres langues et puis encore d'autres. Chaque langue vous amène encore à une autre, vous rend plus curieux. Il faut, à mon avis, pas être dans une posture défensive ou dans une posture guerrière. Ça me semble complètement vain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous posez les questions sur un plan culturel. Mais en fait, pour des tas de gens, l'apprentissage des langues est motivé par les besoins économiques, enfin, de trouver un métier, et notamment au Vietnam, où il y a eu un regain d'intérêt pour la francophonie, pas du tout pour des raisons culturelles, mais parce que le pays s'étant développé et ayant développé son tourisme, il y a beaucoup enfin, jusqu'à la pandémie, de touristes français au Vietnam, donc les gens se sont remis à apprendre le français. Et moi, je sais que certains d'entre eux savent, quand je suis là-bas, savent que je suis un écrivain, que j'ai pris un pseudonyme qui est donc Anna Moy, ce n'est pas mon prénom. Pour eux, c'est tellement facile de m'appeler par mon prénom vietnamien, alors que ça représente une certaine difficulté pour les Français. C'est pour ça que j'ai changé d'ailleurs de nom. Mais ils préfèrent m'appeler Anna. Il y a une sorte de prestige. Bessora, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport chez les jeunes, hein, je précise, aujourd'hui? Visiblement, le français n'a pas le même statut partout et la francophonie n'est pas perçue de la même manière partout. Moi, je vis en France, où il y a une certaine perception de la francophonie quand elle est connue, parce que je ne suis pas sûre que si vous faites un sondage chez les jeunes, ils savent ce que c'est francophonie. Ils vont peut-être vous faire la même réponse innocente qu'on vous a fait au début. Ah, c'est les gens qui parlent français. Donc peut-être que ce serait pas mal en fait que ça redevienne ça, la francophonie, basique. Juste les gens qui parlent français. Parce que je pense vraiment que ce séparatisme institutionnel qu'on observe vraiment quand on recherche dans le livre, pas dans les autres secteurs culturels, dans le livre entre français et francophone, je pense que c'est un poison pour la francophonie, pour la France et au-delà. On devrait travailler sur ça. Grégoire, le mot, la dernière réponse, on va dire. Il reste 2 minutes. Et je pense que Leïla a raison de dire que l'anglais est une langue qui ne complexe personne. Et que c'est une des raisons de son succès. On n'a pas peur d'y faire des erreurs, on n'a pas peur de la parler avec le mauvais accent. Et c'est une des difficultés qu'a la langue française, qui a quelque chose de... Mais c'est aussi sa vertu. C'est-à-dire que la langue française est aussi une langue qui, quand on l'apprend, par exemple, quand on la connaît, et c'est ce qu'a un peu dit Anna aussi, donne un sentiment très particulier de dignité. Il y a une dignité très particulière dans la langue française. Toute langue, bien sûr, la porte, mais chaque langue a des formes différentes, et il y a quelque chose comme ça, qui est un petit peu magique. Alors, si quantitativement, pour l'instant, elle souffre un peu, moi personnellement, enfin, ça me paraît pas. C'est comme la deuxième pyramide, elle reste très grande. Hein. Ça me paraît pas vraiment être une langue en péril en comparaison de beaucoup d'autres. Au contraire, ça me paraît une langue extrêmement puissante. Il me semble que le fait de vouloir effectivement la colporter de force, comme il est là, est une assez mauvaise idée, et que la meilleure façon de la rendre attirante, c'est simplement de la laisser la plus libre possible, et qu'elle demeure cette espèce d'espace de liberté, de stimulation culturelle, d'envie d'écrire, cette association qu'on a spontanément de la langue française avec la littérature et la poésie. Quand on demande à n'importe qui dans le monde de citer 10 grands écrivains, il va y avoir un nombre étonnant d'écrivains français. C'était formidable. Et quand je dis français, c'est pas au sens de non francophone, hein, bien entendu. Je me compte dedans. Et voilà le mot de la fin, tiens, ça c'est bien. En tout cas, c'est beau. Et je garde la métaphore avec la deuxième pyramide, c'est pas mal, c'est beau ça. Merci beaucoup. On arrive à la fin donc, de cette rencontre. Merci beaucoup, donc je cite Bessora. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup Anna Moy. Merci Laïla Slimani. Merci Grégoire Paulet. Merci. On arrive à la fin donc, du congrès. Je crois que c'est la dernière table ronde, c'est ça ? Ben voilà, je crois que c'est la dernière table ronde. Voilà, donc on en profite pour dire merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé, de nous avoir regardés où que vous soyez. Et on vous embrasse. Et on va retrouver beaucoup d'auteurs étonnants voyageurs bientôt. Et puis ailleurs, on ne sait pas où plus tard. Merci.